nous rejoindront en cours. D'abord, je tiens à vous remercier chaleureusement d'être aussi nombreux sur un certain nombre de journalistes spécialisés sur le sujet, sur la présentation de ce rapport d'étude, d'information plutôt, le terme exact, qui m'a été demandé dans le cadre de la Commission des affaires européennes du Sénat, dont je suis membre et secrétaire. J'en profite pour présenter à ma gauche M. Zolivet, qui est le chef de ce service. Et les compétences du service nous ont permis d'arriver à ce rapport que nous venons de recevoir, de l'impression qui est quand même assez volumineux sur les questions arctiques, qui vous a été remis dans le dossier de presse. Je suis par ailleurs membre du groupe d'études au Sénat sur Arctique, Antarctique et Cap Austral, puisque vous le savez peut-être, il existe des groupes d'amitié, il existe dans les assemblées des groupes d'études, et on a un parallélisme des formes, dans ce cas-là, entre l'Assemblée nationale et le Sénat, puisqu'il y a dans chacune des deux assemblées françaises un groupe d'études qui s'intéresse à ces questions polaires et également des terres australes, qui sont nécessairement directement polaires, mais qui sont très importantes, notamment dans le domaine et dans le cadre de tout ce que la France fait depuis de nombreuses années en matière de recherche scientifique. Donc, il s'agit d'un rapport d'information, donc vous verrez, il y a quelques pistes de réflexion. C'est d'abord le but premier, et ce rapport m'a été confié presque jour pour jour, il y a 1 an, par la Commission des affaires européennes. C'est quand même un travail au long cours. Et c'est traduit par un très grand nombre d'entretiens, bien sûr de scientifiques, de diplomates, de politiques, d'experts, de personnes du monde économique, parce que vous n'êtes pas sans savoir que le monde de l'industrie, de l'économie s'intéresse beaucoup aux richesses de l'Arctique et les potentiels qui sont là. Dans ce cadre de ce rapport, j'ai eu la chance de pouvoir effectuer 2 déplacements, un en Norvège et un en Islande, donc de pouvoir rencontrer quand même un grand nombre de responsables politiques. En Islande, en décembre dernier, j'ai même été reçu par M. Grimsson, qui est le président de la République islandaise, qui est particulièrement attaché aux questions arctiques, qui en est à son 5e mandat, qui a une personnalité assez forte. J'ai eu l'occasion aussi de me déplacer au Canada, pas directement dans le cadre de la mission, mais à la fin de l'été passé, j'ai accompagné le président Jean-Pierre Bell au Québec, et notamment dans la partie limite du cercle arctique, enfin dans l'Arctique, dans la baie James, à Kuajjuaq-Arapik, où il y a effectivement un village important inuit écrit. Donc nous avons pu constater d'ailleurs en pleine fin août des températures de 27 degrés dans des zones qui sont quand même particulièrement fraîches habituellement à cette période. Et puis dans le cadre d'autres missions aussi, je me suis rendu plusieurs fois au Canada. Donc voilà. Je ne peux pas prétendre être un spécialiste du terrain de l'Arctique, mais nous avons fait ces déplacements et puis surtout auditionné de manière très très large un grand nombre de personnes. Donc de ce rapport d'information, et là je vous en parlerai un petit peu brièvement sur les grandes lignes, parce que vous avez vu, il compte quelques 180 pages et on avait matière, si on avait voulu, à faire une encyclopédie, parce que c'est un sujet important et les enjeux qui entourent aujourd'hui l'Arctique sont de nature extrêmement multiple. Bien sûr, on pense, et c'est normal, et c'est essentiel, aux questions climatiques, aux questions environnementales. On pense aussi aux questions économiques, celles des richesses qui sont réelles, ou celles aussi qui sont estimées ou supposées en matière de ressources naturelles. On pense aux enjeux stratégiques, j'y reviendrai, mais c'était quand même un des hauts lieux de la guerre froide, historiquement, et jusqu'au début des années 80, toutes les stratégies de guerre des étoiles, et notamment l'adversité, le bipolarisme entre les États-Unis et la Russie, passaient largement par la question de l'armement, ou en tous les cas du survol de la région arctique à travers les missiles balistiques intercontinentaux. Il y a des questions aussi de communication, de transport, qui sont extrêmement importants. Alors aujourd'hui, si
on doit hiérarchiser l'ensemble de ces problématiques. Il y a des questions territoriales, parce que contrairement à l'Antarctique, qui quelque part n'appartient à personne et où il n'y a pas véritablement, il n'y a pas de population locale, il faut rappeler que l'Arctique n'est pas un continent, contrairement à l'Antarctique, c'est un océan, et c'est un océan presque fermé, entouré d'États importants et puissants, où dans la zone arctique proprement dite, habitent au moins 4 millions d'habitants, une population autochtone, des populations autochtones, parce que selon les modalités, on comptait 30 ou 60 ethnies différentes, hein, qui représentent plus de 500 000 personnes. Il y a de la vie en Arctique et il y a des États qui ont des possessions territoriales, bien sûr terrestres, mais aussi des droits concernant les zones maritimes, avec des zones effectivement de discussion et de conflit. Donc on est dans un sujet global. Et le but de ce rapport était vraiment, d'abord dans un cadre d'actualité croissante concernant l'Arctique, et de nécessité pour la France, mais aussi pour l'Europe, d'affirmer ses positions. Alors, entre le moment où le rapport a été lancé l'an passé, la France a annoncé qu'elle allait élaborer, sinon sa stratégie arctique, sa feuille de route, confiée donc à l'ambassadeur thématique en charge des pôles, M. Michel Rocard, et avec les services de 5 ministères sous la houlette du ministère des Affaires étrangères, définir pour la fin de l'année qui vient une feuille de route de la France pour l'Arctique, comme l'ont fait déjà la plupart des pays qui sont membres ou observateurs au Conseil de l'Arctique. La France n'avait pas encore de feuille de route, elle est en voie d'élaboration. Plus récemment, au printemps, le Parlement européen, je crois que c'est le 12 mars, a adopté une résolution sur les questions arctiques. Donc le lien entre questions européennes et réflexion sur l'Arctique est très fort. Et plus récemment encore, c'est courant 12 mai, voilà, le Conseil européen s'est réuni pour discuter à la fois de la résolution du Parlement européen, mais aussi d'une communication qui avait été présentée par la Commission et par les services extérieurs de l'Union européenne concernant l'Arctique, et a décidé là aussi de continuer le processus pour définir une stratégie, au moins de l'Union européenne, en matière d'Arctique pour les années à venir. Voilà, développer, citation exacte, une politique intégrée et cohérente de la région arctique. Parce que, cela a été, je l'ai déjà dit précédemment, il y a une multitude d'acteurs. Les acteurs européens, et notamment ceux qui sont membres de l'Union européenne, ont chacun défini ou sont en voie de définir leur propre stratégie. Elles ne sont pas nécessairement, même si elles ont des ressemblances, elles ne sont pas toutes convergentes. Donc l'Union européenne essaye aussi de définir un cadre plus global, parce que, au regard des enjeux j'ai rapidement évoqués tout à l'heure, il y a des positions, et l'Union européenne a une certaine légitimité géographique, puisque on va dire 2 ou 3 de ses membres, c'est compliqué. La Suède fait partie des pays arctiques, la Finlande et le Danemark, par l'entremise du Groenland, est aussi directement impliqué dans la zone arctique. Pour autant, nous avons d'autres pays européens comme l'Islande ou la Norvège, qui, tout en étant membres de l'espace économique européen, ne sont pas adhérents de l'Union européenne. Et nous avons des pays historiques, notamment comme l'Allemagne, la France, la Grande-Bretagne, l'Italie et un certain nombre d'autres qui sont membres observateurs du Conseil arctique. Donc chacun développe ses stratégies, définir une stratégie européenne et surtout assez rapidement définir une feuille de route française qui ait une cohérence, qui puisse s'appuyer aussi sur les grandes orientations européennes, est quelque chose d'essentiel. Pourquoi? Bon, j'ai parlé des enjeux. Alors aujourd'hui, les enjeux de nature géostratégique, on n'est plus dans la période de la guerre froide. Le risque de conflit armé ou d'affrontement, même s'il y a des discussions, des différends territoriaux sur la mer de Beaufort, par exemple, entre le Canada et les États-Unis. D'une manière générale, ces dimensions-là, même s'il y a des tensions, des revendications, jusqu'à présent, se sont toujours gérées en bonne intelligence. On voit même la Norvège
et la Russie en mer de Barents ont finalement, après 30 ans de négociations, sont arrivés à trouver une délimitation pour la mer de Beaufort. Et la mer de Beaufort recèle de ressources hydrocarbures absolument incroyables. Donc il y a quand même une tradition dans la région, une habitude, une pratique de négociation. Donc il y a des enjeux géostratégiques, mais des enjeux militaires, autrement dit. On ne redoute pas, je dirais, un horizon moyen-long terme dans l'état actuel de risque d'escalade. Non, les vrais enjeux se situent à deux autres niveaux. Il y a les enjeux environnementaux et puis aussi des enjeux de nature économique. Alors, les enjeux de nature économique, on sait qu'aujourd'hui on a une raréfaction des richesses naturelles de la planète, que l'Arctique recèle et aussi est supposé receler de très nombreuses ressources. Je dis ça parce que beaucoup de chiffres qu'on entend sur les stocks potentiels en matière d'hydrocarbures, de gaz ou de pétrole, on parle de 30% des ressources des réserves de gaz naturel potentielles dans l'Arctique. Alors sur les hydrocarbures, on parle tantôt de 13, de 17, et les chiffres sont aux environs de 10% aujourd'hui. Tout ça est fondé sur des extrapolations. Il y a eu une enquête en 2008 de US Geological Survey, donc des États-Unis, qui ont fixé des cadres qui ne sont pas des ressources prouvées, qui sont des ressources extrapolées. Donc, dans un contexte où les hydrocarbures manquent, où les pays, notamment en développement, et les pays émergents, ou les grands pays asiatiques comme la Chine, ou l'Inde, ou les autres pays du sud-est asiatique veulent assurer un développement et une croissance forte, tout le monde se dit, mais là, il y a sans doute des possibilités d'exploitation économique. En même temps que sur le plan environnemental et notamment climatique, les études qui sont conduites notamment par le GIEC, mais par de nombreux autres organismes de recherche, montrent que le dérèglement climatique, qui se traduit par un réchauffement moyen global de la planète, bien, il se trouve qu'en Arctique, sur les 30-40 dernières années, on considère que la vitesse du réchauffement climatique en Arctique est à 2 fois et demi supérieure à la moyenne de la planète. Et on le constate, et vous, en tant que journaliste, relayez souvent qu'on a un recul de la banquise, on a un recul de la mer de glace, on a eu une première année en 2007 où on avait atteint un record historique de la réduction de la banquise pendant la période d'été, record battu en 2012, et tous les chiffres qu'on a à présent, l'accréditent, c'est que cette année 2014 sera à nouveau une année record en matière de réduction de la surface et de l'épaisseur de la mer de glace arctique. Et tout ça n'est pas sans poser problème, sans compter que le Groenland, qui est lui un territoire terrestre, voit ses glaciers se réduire, diminuer. Alors là, directement, comme c'est de la glace qui vient de la Terre, ça a des conséquences d'ailleurs sur la montée des océans, donc avec des incidences en termes planétaires et climatiques, voire météorologiques, encore que le lien climat-météorologique est encore beaucoup à explorer, extrêmement important. Et en même temps, ces inquiétudes qu'on peut avoir en matière de climat, de perturbations qui affectent la montée des eaux, on le sait, dans quelques années, aura des conséquences, y compris en France, par exemple, sur des régions et des zones comme la Camargue, sur toute une partie côtière. Dans le monde, la Floride, aujourd'hui, subit l'érosion de la montée des eaux. Il y a des enjeux qui ne sont pas que des enjeux environnementaux, mais qui deviennent des enjeux économiques. Et en même temps que nous observons cette réduction de la banquise en été, ça ne veut pas dire qu'elle ne se reconstitue pas en hiver, mais pas selon les mêmes modalités, ça laisse miroiter des opportunités économiques en matière d'exploitation des ressources, puisque des zones qui étaient en permanence gelées deviennent plus découvertes, théoriquement plus accessibles, en tous les cas avec des conditions climatiques
je le répète, en une certaine période de l'année, hein, c'est-à-dire en gros sur 3 mois de l'année, mais en tous les cas, il y a un accès facilité, et ça ouvre une deuxième opportunité pour un certain nombre de personnes qui perçoivent ces questions en termes d'opportunité, c'est celle des nouvelles possibilités de voies de communication et de voies de navigation. Puisqu'aujourd'hui, l'essentiel des échanges commerciaux s'opèrent par voie maritime entre l'Asie, mais l'Europe et l'Amérique du Nord, eh bien évidemment, sur le papier et théoriquement, un passage via l'Arctique, que ce soit la route nord-est qui longe les côtes sibériennes, la route nord-ouest est loin d'être complètement ouverte, mais on envisage même, et certains l'ont tenté, une route directe via le pôle Nord, économiserait selon les destinations, 6 000 et 8 000 kilomètres par rapport au passage par le canal de Suez, etc. Alors, tout ça reste effectivement extrêmement, sur le papier, attractif. Après, on se rend compte que ce sont sur des périodes extrêmement réduites, mais tout ça crée un engouement, et on le voit bien. Ce qui constituait auparavant, je dirais, une réflexion relativement fermée des États côtiers qui se sont constitués des États où il y a une partie de leur territoire dans le cercle arctique, ce qui constituait une discussion entre des acteurs majeurs, hein, puisqu'on a la Russie, les États-Unis, le Canada, la Norvège et d'autres États, s'étend à un niveau beaucoup plus global, d'où le titre, hein, préoccupation européenne pour un enjeu global. Il est global à la fois par le nombre de variables qu'il met en cause, aussi bien géostratégiques, économiques, écologiques, politiques, et il est global aussi parce qu'aujourd'hui, tous les acteurs ont un regard, un intérêt, je l'ai dit, il y a ces pays riverains, côtiers, il y a les pays asiatiques, et on l'a vu l'an passé, ont fait leur entrée en tant qu'observateurs au sein du Conseil de l'Arctique, la Chine, la Corée du Sud, Singapour, le Japon, des pays comme l'Inde ont élaboré eux-mêmes une stratégie arctique, alors chacun avec des intérêts particuliers. La Chine étant aujourd'hui le grand maître du commerce mondial, les voies de passage m'intéressent, mais devant aussi assurer un développement économique et une croissance élevée, la Chine s'intéresse aussi également beaucoup aux recherches minières, aux ressources naturelles qui sont contenues. D'autres pays, la Corée du Sud s'intéresse beaucoup aussi à cette zone-là, même si elle est très éloignée de l'Arctique, parce que c'est le leader des chantiers navals. Et si les transports se développent, évidemment, elle sera au premier poste. Tous les pays sont impliqués, les pays européens. Chacun s'implique aujourd'hui à son niveau dans la recherche, mais le Conseil de l'Arctique, au départ, s'est créé en 1996 beaucoup autour de préoccupations environnementales. Aujourd'hui, voit émerger des préoccupations d'ordre économique. On parle de la création d'un Conseil arctique économique en parallèle ou en complément intégré, on ne connaît pas trop encore les corps pour discuter de tous ces éléments. Les enjeux sont forum. Alors il y a une démultiplication, on le voit dans l'agenda, l'organisation des parts, internationale sur le sujet. Là-dedans, il nous a semblé effectivement, comme je le disais en préalable, important, les décisions ont été prises que la France définisse sa stratégie. Alors je disais, on arrive un peu en retard par rapport aux autres pays européens, mais finalement c'est pas plus mal, parce que nous arrivons au moment aussi où l'Europe est dans le même cadre de réflexion et où on peut avoir un rôle, parce que la France est légitimité auprès d'un pays. Autant l'Union européenne est parfois contestée, puisqu'il y avait des résolutions européennes prônant un statut équivalent à celui de l'Antarctique pour l'Arctique. Ça est évidemment très mal perçu par les États côtiers, disant que nous sommes tributaires de cette zone. Nous avons des droits, il y a des populations, on ne peut pas faire de l'Arctique comme de l'Antarctique, comme une zone purement de science
et de paix, donc il faut trouver un autre modèle et une autre logique. Et l'Europe, il y avait eu des avancées très, très audacieuses, mais peut-être un petit peu utopiques en la matière, s'est trouvé dans des situations un peu délicates avec les acteurs, notamment la Russie, et aussi le Canada, puisque les règles qui interdisent le commerce des produits du peuple, des ouvriers du peuple en Union européenne, est une source de conflit entre l'Union européenne et le Canada extrêmement fort. J'ai eu l'occasion d'auditionner les responsables canadiens, y compris son ambassadeur à Paris. Il disait que c'était le premier point d'achoppement pour que l'Union européenne puisse intégrer à titre européen en tant qu'observateur le Conseil de l'Arctique. Et la France, dans cet univers-là, a une position d'accord parce que la recherche, l'exploration française dans les pôles, alors nous sommes beaucoup plus avancés en matière antarctique en termes de recherche, mais la production, évidemment scientifique française sur l'Arctique, je crois qu'en termes de publication, on est au 9e rang mondial, et sur la publication sur l'Antarctique, je crois qu'on est au 2e ou 3e rang. Des choses comme ça. Donc la légitimité polaire de la France, et il faut le dire, l'initiative du président Sarkozy il y a quelques années de nommer Michel Rocard ambassadeur de pôle était une initiative qui était pertinente parce que on se rend compte que l'acteur France, après comment peut participer de ces autres pays européens et notamment au développement est important et reconnu. Moi, je dois dire que quand je vais en Islande et que le président de la République, sachant que je suis un parlementaire français, propose de me recevoir dans un entretien qui a duré 1 heure, ça montre bien que nous sommes capables. Et nous le sommes, bon, c'était là parce qu'il y a beaucoup de matière et les lui, c'est plus que je pose des questions et que je tâche de répondre. Nous avons notre feuille de route, la démarche qui est engagée par l'Union européenne, suite au Conseil dont je vous ai parlé le 12 mai dernier, le Conseil européen. Le Conseil est retourné du côté de la Commission, demandant à la Commission de lui faire des propositions. Au-delà des résolutions qui ont été adoptées récemment par le Parlement européen. Nous, dans le cadre des commissions des affaires européennes et au niveau national, nous sommes en droit et en mesure, en volonté, de faire des propositions à la Commission, mais aussi au Parlement français, parce que c'est le premier étape. Au-delà de la feuille de route française, c'est aussi de tracer un cadre européen, et ce rapport d'information, on va regarder à mes collègues au Sénat et aussi à l'Assemblée nationale, parce que depuis ce rapport a été lancé il y a 1 an, le groupe pour les études interdistrales de l'Assemblée nationale a lui-même de décider de lancer un rapport sur l'Arctique. On est vraiment dans des enjeux globaux, mais où la France est au centre de réflexion et le levier européen ou la stratégie européenne est importante. Et enfin, ça l'est de manière nécessairement incontournable parce que le calendrier qui s'est installé, notamment l'année prochaine, en novembre 2015, la tenue du COP21, donc la conférence sur le climat mondial à Paris, va traiter et le lien des enjeux climatiques. Nous voyons avec bonheur d'ailleurs que la leçon de climat Obama qui est annoncée cette semaine. Les États-Unis, pour la première fois, vont marquer un pas et un pas plus que significatif dans la lutte contre les changements climatiques. Les mêmes États-Unis prendront cette année prochaine la présidence du Conseil de l'Arctique au Canada. Donc, là où les États-Unis avaient été très réservés sur un engagement international sur les sujets du corps de et puis la question du rôle du réchauffement climatique et des changements climatiques peut, à mon sens, doit faire l'objet de la réflexion qui se fera lors de la conférence climatique. En la matière, vous avez des changements climatiques, le ministre des Affaires étrangères, M. Laurent Fabius, s'est rendu la semaine passée au Svalbard.
Danemark ayant été une espèce d'exception suite au traité de Paris après la Première Guerre mondiale, où c'est une possession norvégienne, mais les autres extraterritorialité en disant rapidement pour toute la recherche, tous les pays peuvent ouvrir un centre de recherche, et le Japon, une base de recherche, la Chine aussi, la plupart des grands pays sont présents là, donc avec des enjeux extrêmement forts, et aujourd'hui il y a une sensibilité de la part du ministère des Affaires étrangères, on voit aussi au niveau du service d'action extérieure de la Commission européenne, se dire profitons du COP21 de Paris pour élargir la réflexion ou intégrer dans notre réflexion les questions polaires. Ça, ils sont en train de se réfléchir, c'est clair, il n'y a pas de décision prise, mais on le voit dans une édition récente de l'Europaiste au Sénat, oui, la suggestion qui est faite par la Commission des Affaires européennes de réfléchir à la question des pôles dans le cadre de la conférence, c'est une bonne idée. On verra si ça ira jusqu'au bout, mais je crois que c'est essentiel. On est dans, comme on dit, dans un momentum important, positif, qui correspond aussi à une abondance d'actualité. Tous les jours, nous avons des informations, soit sur la technique même de tous les jours, et tout le monde s'inscrit dans cette position. Voilà, le cadre de ce rapport était déjà de faire un point, de donner une forme de calendrier dans lequel on doit avancer. C'est un travail de parlementaire, ce n'est pas le travail du gouvernement français, qui lui avance au niveau du ministère des Affaires étrangères, ce n'est pas le travail de la Commission européenne, mais il se trouve que notre position est en synergie et en contact permanent. Je pense qu'il y aura d'acteurs qui s'intégreront dans cette réflexion, et surtout tous les parlementaires seront conscients des enjeux réels et aussi fantasmés, parce que je terminerai là-dessus, quand on regarde l'histoire de l'Europe, de l'Occident, de la civilisation par rapport au l'Afrique, on a depuis le Xe siècle, les premières arrivées des Vikings sur les côtes islandaises, groenlandaises, et ensuite au nord du Canada. Ensuite, avec les expéditions britanniques, danoises qui se sont succédées de tous les pays, il y a toujours eu deux rêves. Des routes plus courtes vers l'Orient et des richesses, un Eldorado dans un monde de neige. Et il y a eu des engouements extrêmement forts. Qui se sont souvent soldés par des échecs parce qu'on est dans un environnement très difficile. Le passage nord-ouest, il a tout juste un siècle. Et dans des conditions, on aurait même parfois du mal à se produire aujourd'hui. Donc il y a beaucoup de fantasmes, de potentiel autour de l'Europe. Il y a des réalités dures, et je crois que le but d'un rapport, c'est de se dire oui, on ne peut pas nier que des volontés de développement économique, que des ressources, il ne faut pas s'entourer de formes de développement durable des ressources de l'Afrique, parce que c'est la volonté des États qui en tiennent, mais nous ne devons pas ruiner aussi l'ensemble du système climatique, environnemental de la Terre. Voilà, il y a une proposition sur le point, c'est très général. Le rapport est bien sûr évidemment beaucoup plus fourni et détaillé. Donc il y a deux accents en feuilletant le rapport. D'abord, il y a le Danemark. Vous n'avez pas auditionné de Danois, alors que le Danemark donc, a à la fois les îles Féroé et le Groenland. Et d'autre part, il y a les pétroliers, et en particulier Total. Oui. Alors, donc sur les deux sujets, d'abord, est-ce que vous avez une position concernant le Groenland et le Danemark? Et deuxièmement, est-ce que vous avez une position concernant l'exploitation, par exemple, par Total, d'hydrocarbures en offshore au Groenland? Alors, deux choses. Alors, nous sommes allés à Bruxelles, nous avons rencontré la représentation groenlandaise qui travaille quand même au niveau de Bruxelles, assez étroitement. Il n'y a pas un conflit, une adversité totale entre le Groenland et le Danemark. Pour une simple raison, c'est qu'aujourd'hui, les moyens dont dispose le Danemark dans son statut d'autonomie est officiellement 40% du budget vient de Copenhague. Et la réalité, c'est que le Groenland est dépendant pratiquement économiquement à plus de 60% du Danemark. Donc les choses avancent ensemble. Alors, il se trouve que je viens d'être nommé pour une nouvelle mission, donc je vais être en charge
Je vais aller au Groenland en septembre, parce que l'idée c'est de continuer, d'accompagner ce processus, c'est une première pierre. Donc naturellement, dans ce cadre, je vais aussi rencontrer les autorités danoises. Alors nous avons quand même eu tous les éléments de la feuille de route, mais c'est vrai que formellement, nous n'avons pas eu l'occasion de les auditionner, parce qu'il y a un moment, il faut rendre un rapport, et on ne peut pas non plus faire un nombre de déplacements illimité. L'autre question totale, si je les ai rencontrés en Norvège. Parce que dans le cadre du déplacement, nous avons eu énormément de rencontres, nous avons eu des discussions importantes. J'ai eu l'occasion de noter, notamment auprès des autorités norvégiennes, que Total disposait d'une très bonne image. C'est-à-dire qu'il faut dire que le gouvernement de Norvège, tout en ayant la volonté d'exploiter ses ressources, notamment avec un acteur central national qui est Statoil, qui est notre grande compagnie pétrolière, s'associe à des partenaires étrangers, européens, notamment Total, et ils ont fixé des normes sociales et environnementales extrêmement importantes. Et aujourd'hui, Total, en Norvège, et la Norvège elle-même, est sur l'exploitation du gaz naturel, bien sûr, parce que tout le monde sait, le gaz naturel, je ne dis pas qu'il est sans danger en cas d'accident, mais c'est sans commune mesure avec ce que pourrait se produire avec une plateforme pétrolière qui se mettrait à fuiter en matière de pétrole et de pétrole brut, ou d'un supertanker qui s'échouerait. On a eu l'exemple de l'Exxon Valdez dans les années 80. Je voyage souvent au Canada et j'ai rencontré un peu des responsables d'ONG qui me disent on retrouve encore des blocs de pétrole. Et là, on n'est pas dans l'océan Arctique, on est dans la partie pacifique de l'autre côté de l'Alaska. On est sur une pollution durable. Et d'ailleurs, les compagnies sont très conscientes. Quand on discute avec Total, quand ce monsieur de Margerie a dit que jamais il n'irait exploiter dans les zones glacées permanentes le pétrole, toutes les compagnies savent que si on va dans cette logique-là, quelles que soient les précautions qu'on prendra, il y aura un jour ou un autre une catastrophe d'ampleur. Et l'entreprise qui sera marquée du sceau de l'infamie de cette pollution sera complètement, je dirais, à mon avis, marginalisée et sera dans une situation pas seulement économique, mais de responsabilité économique et sociale. On a vu ce qui s'est passé avec BP dans le golfe, golfe du Mexique, voilà, excusez-moi, dans le golfe du Mexique. Là, on n'est pas du tout, alors avec des conditions d'intervention difficiles, mais une catastrophe équivalente en zone arctique, parce que c'est un des éléments que je mis là, mais ce qu'on appelle le search and rescue, c'est-à-dire tout ce qui est la sécurité et le sauvetage, n'est pas assuré. Oui, on peut techniquement passer à certains moments de l'année, traverser. Les risques sont très importants. Souvent, les gens pensent de très loin que le dégel, la fonte des glaces laisse un océan plat. Non, ça laisse un océan avec des glaces fragmentées extrêmement dures, où les risques d'accident sont encore plus forts. Et il y a eu récemment, je crois que c'est ExxonMobil qui voulait aussi développer de l'exploitation pétrolière aux États-Unis et qui a été débouté en justice sur il y a un mois et demi ou 2 mois, une décision de justice ne l'autorisant pas à aller plus avant dans l'exploitation pétrolière. Donc, bien sûr, tout le monde regarde ce potentiel pétrolier, c'est plus le potentiel gazier, et au-delà du gaz dans le offshore, c'est surtout dans le onshore, c'est-à-dire sur les parties terrestres, où les développements d'exploitation, pas seulement des ressources hydrocarbures, mais surtout des ressources minières, est important et va d'une manière ou d'une autre, sous la pression économique, continuer à se développer. Après, il faut un cadrage pour pas que ce soit des catastrophes environnementales, écologiques et sociales aussi par rapport aux populations autochtones qui vivent. Est-ce que je ne sais pas si j'ai bien suffisamment répondu à votre question? Oui. Oui, Freddy Moulongo pour Réveil FM International. Monsieur Galotin, dans tout ce que vous avez dit, bon, on est un peu émerveillé, mais en même temps,
on se pose des questions par rapport à votre rapport. On sait très bien que l'année prochaine, la France aura cette conférence sur le climat. La France est membre du Conseil de sécurité des Nations Unies. Avec tous les enjeux que vous venez de nous présenter, est-ce que la France ne peut pas suggérer une résolution au niveau des Nations Unies pour que tous ces enjeux économiques, que l'Arctique soit préservé par rapport à tous ces enjeux économiques? Ça, c'est la première des choses. Parce que parler des pays différemment, bon, ça ne résout pas les problèmes. La deuxième question, c'est qu'on a vu déjà avec les gaz de schiste ici en France, il y en a qui disent que c'est sans danger, etc., etc. Qu'est-ce qui nous dit que demain, quelques prédateurs avec de gros moyens ne pourront pas exploiter toutes ces ressources en mettant en mal l'Arctique et la Terre entière? Alors, sur la question de l'intervention de la France dans le cadre du Conseil de sécurité de l'ONU, on n'est pas dans une question de conflit proprement dit, on est sur des questions économiques qui recèlent de la stratégie des États. Donc on peut faire des vœux, je pense en tous les cas l'instrument qu'est le Conseil de sécurité n'est pas adapté à cette situation. On pourrait éventuellement, s'il y avait un conflit entre États arctiques, mais les choses semblent se résoudre plutôt par la négociation, intervenir, mais en la matière, je pense, nous ne disposons pas, et c'est aussi un des autres aspects des enjeux arctiques, le Conseil arctique qui réunit 8 pays, et principalement surtout les 5 pays côtiers, n'est pas un organe qui dit la loi. Il oriente, c'est une sorte de cohabitation intelligente, de réflexion, d'un partage parfois de données scientifiques, mais nous sommes dans un domaine où, par exemple, concernant le code de navigation, on a parlé de l'élaboration d'un code de navigation arctique. En fait, ça va être un sous-chapitre du code de navigation. Il n'y a pas aujourd'hui de règles clairement édictées. C'est un endroit aussi où la pêche est extrêmement importante dans toute la zone arctique. Il n'y a pas d'organisation régionale de pêche. Et donc, il faudrait déjà que les États acceptent de se doter de moyens de régulation, parce qu'il se trouve qu'une grande partie de la ressource halieutique, du poisson, et donc qui est aujourd'hui une demande croissante en termes d'alimentation mondiale, se situe dans ces zones-là, où en tous les cas est largement alimentée par tout l'écosystème, les zooplanctons et toute la branche vivante qui va jusqu'aux poissons, à travers la situation de l'Arctique. On voit que, par exemple, quand l'Arctique se réchauffe, le zooplancton devient moins riche, donc le risque c'est qu'il y ait moins de poissons. Donc s'il y a surpêche, eh bien, on a un risque de disparition, en tout cas les cas d'une partie des réserves. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas encore dotés véritablement, pour l'essentiel de la zone arctique, d'éléments de régulation, comme on a des accords régionaux de pêche partout pour dire, bien sûr, nous exploitons la ressource, mais nous faisons en sorte que le vivier se reproduise et nous l'exploitons durablement. Et ça, c'est tout l'enjeu de l'Arctique. Et pour aller dans le sens, je crois, moi, la première des choses, ça serait déjà qu'on ait une meilleure mise en commun de la connaissance de l'Arctique. Parce que ça peut paraître bizarre aujourd'hui, c'est pas une terra incognita, une terra nullius, comme on disait, une zone complètement inconnue, mais par exemple, dans la partie de certains passages du Nord-Canada, y compris dans la cartographie, alors que nous avons des satellites, nous avons des problèmes de cartographie d'évaluation de plusieurs kilomètres. On nous a parlé notamment d'un passage où, entre la cartographie et la réalité, on s'était rendu compte qu'il y avait une différence de 14 kilomètres. C'est encore un univers assez peu connu. Alors comme les choses inconnues, soit elles font peur, soit elles font fantasmer. Donc il y a une partie des gens qui fantasment sur tout ce qui pourra se passer. Moi j'ai une relative confiance, malgré tout, y compris dans la rationalité économique. Parce qu'on peut se dire, les recherches les ressources sont incroyables. Quand vous allez vouloir entrer en exploitation, pourquoi le pétrole brut qui est dans la zone arctique est très peu offshore exploité? Parce que les coûts sont bien trop élevés au regard du prix du baril de pétrole. Donc ça mettra des années
Avant, il faudrait une hausse du prix du baril singulièrement élevée pour qu'on puisse économiquement, je ne parle même pas techniquement, mais économiquement, envisager l'exploitation. Donc heureusement, on a ce type de régulation. Mais vous avez raison, il y a des enjeux, et on voit notamment la Chine, aujourd'hui, investir énormément en Islande. Elle investit, elle regarde de très très près l'ouverture de concessions d'exploitation par le Groenland, notamment sur l'uranium, sur les terres rares, parce que la Chine veut être présente et présente partout. Et elle le fait aussi en investissant énormément dans la recherche. Moi, je crois qu'aujourd'hui, un des objectifs, et ça pourrait être un horizon pour l'Europe, mais aussi pour la conférence du COP 21 à Paris sur le changement climatique, c'est de se dire, déjà mettons en commun notre vraie connaissance sur le climat, l'environnement, les potentiels réels de développement. Ne nous lançons pas dans une spéculation qui dirait il y a des richesses incroyables et puis tout d'un coup on provoquerait des catastrophes. Mettons cela en commun et essayons, parce que nous ne pouvons pas, moi je ne me sens pas en mesure de dire aux Groenlandais vous n'allez pas exploiter vos ressources naturelles. Comme je ne vais pas dire à un pays émergent, vous n'avez pas le droit d'exploiter vos ressources. L'Europe, la France l'a fait, on a souvent exploité les ressources des autres. Je ne me vois pas en mesure de dire n'y allez pas, mais essayez d'y aller dans un cadre de développement durable, dans une logique rationnelle. Ne sacrifiez pas la réserve que vous avez là pour votre futur, essayez de gérer les stocks. Et la régulation dans l'Arctique, je parlais de la pêche, je parlais du code de la navigation, je parle des ressources naturelles, elle est essentielle, parce que sinon, on peut entrer dans un cercle complètement vicieux et qui sera de toute façon extrêmement dommageable, parce qu'il n'y a pas que l'Arctique qui est en danger environnemental, mais il sera le premier touché. Je ne sais pas si j'ai répondu, vous n'hésitez pas à... Non, je vous suis... C'est toujours des réponses un peu longues, parce que c'est vrai qu'on n'est pas dans quelque chose où... il y aurait un accord où tous les pays de l'ONU se seraient mis d'accord pour qu'est-ce qui se passe en Arctique. On commence à élaborer des stratégies arctiques. Et quand vous regardez les stratégies des différents pays, vous voyez que chacun a ses intérêts. Dans les stratégies qu'on a étudiées, notamment, par exemple, les pays comme l'Italie, qui est extrêmement fort en recherche polaire, quand on lit sa stratégie arctique, c'est défendre les intérêts de sa société nationale pétrolière, ENI. Vous prenez également la stratégie des Pays-Bas, Shell est au cœur des problématiques de la feuille de route. Alors si chacun ne voit que ses intérêts, l'Allemagne a une stratégie qui, elle, est à la fois très consciente des enjeux scientifiques, des enjeux environnementaux, et qui ne nie pas aussi la volonté et l'existence d'un développement économique des pays qui sont directement concernés. Je trouve que ce sont des positions intéressantes. La résolution adoptée par le Parlement européen le 12 mars dernier est là aussi très équilibrée, se posant même la question de est-ce qu'on a bien fait de bannir totalement le commerce des produits dérivés du phoque en Europe, puisque ça crée une situation de non-dialogue, notamment avec des pays comme le Canada. Et donc, vous voyez, je trouve les interrogations, malheureusement, et je le dis, je suis sénateur d'étiquette écologique, je pourrais faire un grand discours en disant l'Arctique, je mets en alerte, mais je vois aussi une réalité économique. Donc comment on régule, comment on essaye de mettre de la connaissance et si possible de faire des choix intelligents et qui ne soient pas trop graves, comment on ne fantasme pas, mais comment on n'est pas non plus, je dis, quelle légitimité. La France a une légitimité scientifique, politique, de puissance économique, mais ce n'est pas non plus à nous de décider pour les autres ce qui doit être fait en Arctique. Donc il faut qu'on ait un espace de dialogue. Cet espace de dialogue, à mon sens, ne peut pas se limiter aux pays côtiers de l'Arctique parce que les enjeux sont beaucoup plus globaux. Donc voilà, nous avons un rôle, et en tant qu'organisateur de la COP21, je crois que c'est l'occasion, en tous les cas, de faire passer des messages plus généraux là-dessus. Marie-André de l'agence Reuters, vous disiez que, s'agissant du pétrole, on n'est pas dans des conditions économiques qui favorisent l'exploitation. Est-ce que c'est le cas sur d'autres grosses ressources comme le gaz, vous parliez de l'uranium et des terres rares? Et deuxièmement, vous parliez de la recherche française. Il s'agit de recherche purement scientifique ou aussi de recherche en vue d'exploration, d'exploitation?
Alors, sur la recherche française, la recherche scientifique est très importante. Il y a un travail de coordination qui avait été lancé à l'époque, je crois que c'était sous la houlette de Valérie Pécresse, qui est ce qu'on appelle le chantier arctique. C'est essayer à un moment donné, parce que la France a beaucoup de centres de recherche, elle a un centre important qui est l'Institut Paul-Émile Victor, qui coordonne une partie de la recherche arctique, mais nous avons un nombre d'universités françaises qui font des travaux aussi bien en sciences sociales qu'en sciences de la vie ou en sciences économiques sur les questions arctiques. Donc là, malheureusement, nous avions l'espoir, parce qu'on nous avait dit que le premier rendu du chantier arctique et de ses conclusions devait se produire le 1er juillet. On attendait les conclusions de ce travail de coordination scientifique français et le document n'est pas encore arrivé, mais d'ici quelques semaines, nous aurons en tous les cas un premier travail de synthèse des qualités, des informations et aussi des besoins dont nous disposons en termes de recherche. Parce que malheureusement, même si la France investit historiquement beaucoup dans la recherche polaire, vous connaissez les conditions budgétaires actuelles, nous sommes bien investis en Antarctique. Nous avons une base, où nous avons aussi toute une série d'îles intermédiaires qui permettent graduellement de faire des recherches en matière d'océanologie, de climatologie, donc nous sommes bien armés. Nous n'avons pas véritablement, à part un laboratoire scientifique au Svalbard, nous n'avons pas véritablement de base établie. La France ne possède pas de brise-glace. Nous avons deux frégates, nous avons Marion Dufresne et l'Astrolabe qui arrive en fin de vie, qui ne sont pas des brise-glaces, mais qui sont des bateaux d'observation scientifique. Le Marion Dufresne a été rénové, on va dire, réamélioré, il peut continuer. L'Astrolabe, il en a pour très peu de temps. Et ce qui fait que notamment, par exemple, la recherche scientifique, c'est comme des aspects, au-delà des aspects budgétaires, on a un peu de difficulté parce que quand on veut faire des grandes expéditions polaires, en gros, on fait un peu de l'autostop. Et donc, il y a un projet actuellement qui existe de créer non pas un brise-glace, mais ce qu'on appelle un ice class, c'est-à-dire un bateau scientifique qui serait partagé entre la Marine nationale et la recherche scientifique. Voilà, à horizon 2025. Je ne peux pas en dire tellement plus, c'est sur le bureau du Premier ministre. Est-ce qu'il va décider d'engager la construction d'un tel bateau qui aurait un usage pour la Marine nationale une bonne partie de l'année et plusieurs mois de l'année pour des recherches scientifiques. En tous les cas, soit on arrive à se mettre en commun avec d'autres pays. Il y a eu un projet de brise-glace franco-allemand, tellement ambitieux que finalement les Allemands ont dit vous en demandez trop les Français, et ils ont construit leur propre brise-glace. Et ils sont en train de préparer un deuxième bateau. Là, on se dit qu'il y aurait quand même un intérêt à une certaine coordination, parce que ce sont des instruments extrêmement importants en matière de présence scientifique. Ça, c'est le premier aspect. Excusez-moi, pardon, suivez l'uranium. Oui, est-ce que les autres ressources sont dans des conditions d'exploitation? Oui, alors la France est présente en Arctique à travers plusieurs sociétés. J'ai parlé de Total, GDF Suez aussi s'intéresse beaucoup, et Areva. Areva notamment sur l'uranium. Et au Canada, elle est actuellement coopérateur avec des sociétés canadiennes et des sociétés minières sur un site qui est en prévision, je crois, d'exploitation pour 2020 ou 2025 en zone arctique, et qui devrait devenir le deuxième site d'extraction, je crois, d'uranium au monde. On les a rencontrés, parce que là aussi, en participant à beaucoup, c'est pas toujours des entretiens, mais il y a eu un colloque au Sénat sur l'Arctique il y a quelques mois, les gens d'Areva étaient là. Ils ont un vrai problème aussi, parce qu'ils disent qu'il y a une ressource absolument incroyable, c'est une des mines sans doute les plus prometteuses d'uranium, mais les infrastructures doivent être construites. Nous sommes sur des sols, il y a des routes qui pour le moment n'existent pas, on traverse des parties du territoire canadien qui ont des accords avec les populations autochtones, notamment les populations amérindiennes, ce qu'on appelle les land claims, les revendications territoriales. Je rappelle que le Canada s'est constitué quand même en signant des traités avec ces populations autochtones. Et il y a actuellement des conflits importants entre le gouvernement fédéral et les populations amérindiennes, parce que dans la volonté du gouvernement fédéral d'exploiter de plus en plus ces richesses du Nord, elle discute, elle conteste certains des droits environnementaux ou des droits territoriaux qui avaient été accordés aux populations locales et aux populations autochtones.
Donc, c'est pas simple, et puis surtout, il y a des questions techniques. Dès que vous arrivez en Arctique et dans les sols gelés, ce qu'on appelle le pergélisol, le permafrost, ben, vous construisez une infrastructure routière ou des canalisations. Avec le réchauffement climatique, vous avez des mouvements de terrain qui sont extrêmement importants. Donc vous allez construire un gazéoduc, un oléoduc ou une grande route d'exploitation, vous pouvez avoir des surprises, c'est-à-dire que la route n'est pas définitive. Ça, elle demande un entretien absolument incroyable, un coût de fabrication élevé. Et moi, j'étais étonné de voir, notamment quand nous sommes allés en Islande avec l'Arctic Portal, où il y a des chercheurs, notamment un chercheur français qui travaille sur les questions du permafrost, qui essaye de standardiser au niveau mondial la manière dont on mesure le permafrost et les standards. Parce qu'on n'a pas toujours cette harmonie-là. Eh bien, les compagnies, ceux qui sont intéressés, ce sont les grandes compagnies d'exploitation qui disent « mais c'est vrai qu'on n'a pas ces données de recherche ». Parce que pendant longtemps, les Russes avaient une manière de mesurer l'évolution du pergélisol différente des autres pays. Déjà, arriver à trouver sur le plan global, avoir un état des lieux, d'avoir des indicateurs pour travailler en commun. Et les Russes, notamment, s'intéressent beaucoup à ça, puisque la partie la plus industrialisée de l'Arctique, c'est naturellement la Sibérie. C'est une histoire très particulière, puisque la Sibérie, c'est les seuls grands fleuves, à part, c'est le Mackenzie, Canada, les grands fleuves qui viennent du continent sibérien d'eau douce, qui débouchent sur l'Arctique, c'est en Russie. Donc, il y a des populations, il y a des équipements. C'était une volonté de Staline. Staline ayant été déporté en Sibérie. Le fait, c'est une petite anecdote, mais l'intérêt arctique et la polarisation arctique de l'Union soviétique était très lié au fait que Staline, avant la révolution de 17, a été déporté, a connu les populations et avait une sympathie particulière. On pense souvent à la Sibérie en tant que lieu de goulag et de déportation des gens, c'est vrai, mais les pouvoirs soviétiques ont toujours accordé beaucoup d'importance à cette zone et au développement. Eh bien, eux subissent des dégâts liés pas seulement au froid, mais à l'évolution climatique, parce que ce qu'on oublie de dire aussi, c'est plus le permafrost se dégrade et se dégèle, plus il dégage du méthane. Et le méthane est de loin, bien loin devant le gaz carbonique, le premier gaz à effet de serre. Il a des conséquences en termes d'émissions d'effet de serre, qui en gros, selon les types et les experts, les types de méthane de 17 à 23 fois supérieurs au gaz carbonique. Ce qui accroît encore le réchauffement climatique qui se produit. Donc on est quand même dans des logiques où, que ce soit aussi bien les sociétés d'exploitation minière qui ont des intérêts très spécifiques, elles sont très directement liées à l'observation qu'on a de la recherche. Les sociétés françaises s'y intéressent, peut-être moins que d'autres, mais il faut dire que dans beaucoup de pays aussi, là aussi, comme on est dans un cadre national, le gouvernement fédéral canadien veille quand même à la préservation aussi de ses intérêts nationaux et de ses entreprises nationales. Donc il y a des accords de coopération, par exemple, sur l'uranium. C'est pareil pour le pétrole et surtout le gaz en Norvège. Statoil, la seule compagnie nationale norvégienne, est au corps. Elle passe des accords avec d'autres compagnies, dont Total, mais pas exclusivement. Donc c'est un jeu d'acteurs compliqué. Chacun a ses conditions un peu particulières, très environnementales, très responsable de la part de la Norvège, même si elle exploite beaucoup, en tout cas elle veut être assez exemplaire en la matière, donc elle a des exigences fortes. On ne sait pas ce que ça va donner, c'est surtout les nouveaux acteurs qui arrivent. La Chine s'intéresse beaucoup, effectivement, je disais au Groenland, parce qu'elle a aujourd'hui un quasi-monopole de l'exploitation des terres rares, qui sert à tout un tas de composantes électroniques. Là aussi, on parle de 25% des ressources de terres rares qui seraient au Groenland. Je vous le dis entre nous, je ne sais pas comment on mesure ce potentiel. Je crois qu'on est un petit peu au doigt mouillé. Mais il y a des terres rares. La Chine est au premier rang intéressée pour l'exploiter. Mais pour le Groenland, dans un pays où il y a 57 000 habitants, ça suppose au moins 5 000 personnes qui travaillent dans ce domaine. Donc ça veut dire des flux de population qui viendraient travailler ici,
qui repartiraient, des conditions qui ne seront sans doute pas celles initialement prévues ou les mêmes rentabilités économiques, on est quand même dans des zones de forte incertitude. La Chine, parce qu'elle est en développement économique tous azimuts et qu'elle dispose de forts moyens, est prête à prendre beaucoup de risques. Voilà, c'est tous ces éléments d'incertitude. Donc les sociétés françaises sont présentes, elles sont malgré tout beaucoup plus prudentes, parce que des sociétés comme Total n'iront pas risquer leur chemise totalement en termes de société sur une erreur d'appréciation économique. Et nos grands groupes en ont fait. Vous parliez des gaz de schiste. Quand EDF, il y a quelques années, a acheté une des principales compagnies américaines de gaz naturel juste avant l'émergence du gaz de schiste et de l'exploitation du gaz de schiste, elle est obligée de revendre la société au 10e du prix où elle l'avait acheté, en pensant qu'elle s'était bien diversifiée. Donc les choses vont très très vite dans ce milieu-là. Et quand on parle des difficultés d'EDF, ce n'est pas simplement une question de qu'est-ce qu'elle fait du nucléaire, c'est qu'il y a des choix stratégiques qui sont difficiles. Et il y a eu, a priori c'est facile à dire après, mais des erreurs. Et là, toutes les sociétés, notamment nos sociétés françaises, essayent d'être prudentes. Et on discute et elles cherchent, elles ont besoin d'informations pour aller plus avant dans ce domaine-là. Et je pense que la France aussi est très attendue en matière de développement durable. Je pense que on le voit, et les échanges que j'ai pu avoir, et je vais voir comment ça va se passer au Groenland, quand on a commencé à discuter des ressources minières, l'exploitation de l'uranium et des terres rares, on m'a dit, mais c'est intéressant ce que vous dites, des précautions qu'il faut prendre, venez nous voir. Donc je pense que là aussi, la pression des grands groupes, notamment les minières et les minières internationales, elles ont une vision un petit peu Far West. Les petits États se trouvent confrontés à des discours où on les pousse très très fort, et le fait que peut-être d'autres États qui ont un peu plus de recul, comme certains pays de l'Union européenne, on peut être là aussi pour dire oui, c'est légitime de vouloir acquérir votre indépendance, mais comment peut-on vous aider? On ne va pas vous dire ce qu'il faut faire, mais comment on peut vous aider pour que ça se passe le mieux possible, pour qu'il n'y ait pas d'accident entre guillemets industriel. Oui. Bonjour, Julie Stenay, rédacteur pour le site touteL'Europe.eu. Oui. J'aurais une question à vous poser sur la Finlande et la Suède, donc deux pays arctiques mais qui n'ont pas accès à la mer. Oui. Est-ce que l'Union européenne s'appuie sur ces pays-là pour justement appuyer les enjeux de développement durable et écologique? Est-ce que ces deux pays-là marchent main dans la main en quelque sorte au Conseil arctique? Et si tu me permets une deuxième question plus sur la Russie, qui a un accès absolument gigantesque à l'océan Arctique. Son économie est vraiment dirigée sur l'énergie. Est-ce que le pays sera sensible aux considérations écologiques également dans une probable future exploitation? Alors ça c'est... Merci de la question aussi juste et précise. Effectivement, la Suède et la Finlande déjà jouent un rôle important dans la légitimité européenne et aussi dans l'orientation de l'Union européenne. On l'a vu dans les débats au Parlement européen, au-delà des propositions des groupes politiques, beaucoup des réflexions, je dirais, sensées et raisonnées, étaient le fruit à l'intérieur de ces groupes de parlementaires qui étaient, pour certains d'entre eux, issus de ces deux pays, qui connaissent effectivement bien ces questions. Alors c'est vrai qu'ils sont, excusez-moi l'expression, mais ils sont malheureusement considérés un peu comme des acteurs de seconde zone par ce qu'on appelle les États arctiques côtiers, parce qu'effectivement, ils n'ont pas de débouchés sur la mer. Et ça, c'est une problématique pour eux, en même temps que, il y a une délégation du Sénat qui allait, il y a quelques semaines, en Suède, et le nom du gouverneur de la Suède qui se veut un peu la capitale arctique. On voit qu'il y a une vraie volonté d'être acteur. Pourquoi? Parce que les Finlandais, historiquement, ont toujours été, et ça rejoint un peu les relations avec la Russie, une sorte dans une neutralité qui leur autorisait un dialogue plus riche, entre guillemets, avec l'Union soviétique et aussi avec la Russie. Et je rappelle que si le Conseil arctique est né, c'est que suite aux déclarations de 1987 de Mikhail Gorbatchev
Mourmansk, voilà, merci, de Mourmansk, qui avait fait une ouverture où il parlait des questions arctiques. Ce sont les Finnois, les Finlandais, qui ont saisi la balle au bond et en disant, ben oui, essayons de réfléchir ensemble tous sur l'Arctique, et qu'en amont de la création du Conseil arctique, il y avait eu l'AEPS, qui était une organisation qui réfléchissait sur les questions de l'environnement, de la pollution, notamment pollution par les métaux lourds, pollution par la radioactivité, puisque la partie sibérienne arctique est une espèce de cimetière des éléphants, des rejets nucléaires de la grande époque soviétique et aussi d'anciens sous-marins qu'on a coulés parce qu'on ne savait pas quoi en faire. Donc cette première coopération qui s'est mise en place à travers l'AEPS, qui après est devenue partie intégrante lorsque le Conseil de l'Arctique s'est créé en 1996, cette fois-ci ce sont les Canadiens qui ont pris le relais des Finnois pour aller sur un spectre beaucoup plus large. Dans tous les cas, les Finlandais ont toujours eu un rôle important. Et d'ailleurs, alors ils sont dans une position, comme ils ne sont pas états côtiers, ils sont assez ouverts à un moratoire concernant l'exploitation des hydrocarbures en Arctique, parce que ce sont les autres pays lesquels ne sont pas d'accord, et eux-mêmes n'étant pas directement concernés par cette exploitation. Et ils participent surtout au niveau européen. Ils ont un rôle important dans ce qu'on appelle une des politiques européennes, qui est celle de la dimension septentrionale. Il y a effectivement toute une partie de programmes qui n'associe pas d'ailleurs que les États de l'Union, puisque dans cette dimension septentrionale, il y a une coopération importante avec la Russie. Et donc, ce sont, je dirais pas, ce ne sont pas peut-être les big players, ce n'est pas les gros acteurs, mais ce sont des acteurs essentiels. On est dans un schéma, on va dire, de nature diplomatique multivariée. Et je pense qu'ils sont importants, déjà pour donner une meilleure sensibilité des questions arctiques aux autres pays européens qui sont moins directement impliqués. Ils sont aussi en lien parce qu'ils participent de plein droit en tant que membres du Conseil arctique, et ils ont des capacités, je pense, compris la Norvège, mais la Suède et la Finlande, de parler avec la Russie dans un moment où ce n'est pas nécessairement facile. Alors votre question sur la sensibilité de la Russie, si on écoute les dernières déclarations de Poutine, alors oui, il parle, il y a toujours des menaces, mais alors de dire il faut renforcer la présence militaire en Arctique, on ne reviendra jamais à la présence militaire qu'il y a eu à l'époque de l'Union soviétique en Arctique. Aujourd'hui, la Russie est plutôt dans un renouvellement de certains de ses équipements vieillissants. Alors c'est vrai que l'Arctique sibérien et côtier est important pour eux, puisque finalement leur frontière orientale d'un point de vue militaire a complètement diminué. Ils n'ont pratiquement pas d'accès à la mer. L'annexion de la Crimée est quand même aussi des enjeux stratégiques maritimes. Du côté oriental, extrême oriental, la Russie est quand même, ne peut guère mettre des équipements stratégiques trop importants parce que la Chine est toute proche et qu'il y a une volonté de ne pas créer de tensions. Donc effectivement, sa seule côte un peu libre, où elle peut, à la fois en termes militaires, se développer, ça reste la côte sibérienne. Économique, bien sûr, oui, non, mais je pensais là du plan militaire. Et au-delà, donc, certaines velléités qui réagissent plus à l'actualité internationale autour de l'Ukraine et des petites tensions qu'il y a pu y avoir avec des réunions qui ne se sont pas tenues, justement au niveau arctique, suite à cette situation-là. Il y a des déclarations très récentes de Vladimir Poutine. Voilà, où il insiste sur les enjeux écologiques et environnementaux. C'est-à-dire que, alors, c'est compliqué, on n'est pas dans le même niveau, je dirais, d'appréhension qu'on peut avoir, par exemple, en Europe par rapport à ces questions-là, mais tout ça n'est pas négligé. Je dis, l'ancienne Union soviétique en fin de règne et la Russie a accepté de coopérer avec les pays occidentaux pour faire la dénucléarisation, en tous les cas, des sites. Et c'est en grande partie les pays occidentaux et l'Europe
qui a payé pour le nettoyage d'une partie, et des États-Unis, de la pollution nucléaire qu'il y avait là. Donc il y a une volonté d'exploitation, parce que c'est une des grandes richesses, parce qu'en termes de proportion de ressources naturelles, de l'ensemble de la Russie, la Sibérie pèse très lourd, mais je ne les vois pas non plus dans une totale irresponsabilité. Ça devient inquiétant quand ils disent qu'effectivement ils veulent forer du pétrole dans les zones glacées, parce que là, le risque est quand même extrêmement dangereux. Jusqu'à où iront-ils en la matière? Parce que là aussi, hein, ils ont les contraintes de coût. Hein. Au bout d'un moment, il faut qu'ils trouvent des partenaires qui acceptent ou pas de les suivre. Et à un moment, si les partenaires ne les suivent pas, ou si les gens n'achètent pas, ou ils ne peuvent pas le vendre à bon prix, c'est aussi un autre instrument de régulation. Voilà. Donc, je ne dis pas que j'approuve la politique russe, moins s'en fout en la matière, mais je pense que, voilà, au-delà de certains discours dont le pouvoir du Kremlin nous habitue un peu tonitruants, je ne pense pas que la réalité de ce qu'ils vont mettre en pratique aille aussi loin que ce qu'on pourrait redouter. Ouais, Une question? oui. Vous avez évoqué en fait sur l'Arctique qui se réchauffe. En définitive, si on regarde les conséquences de ces réchauffements, on peut le voir à travers l'exploitation de trois bassins, Amazonie, le bassin du Congo et l'Indonésie. Or, dans votre discours, vous enlevez complètement l'Afrique complètement absente. Et quand on regarde l'Afrique, c'est le seul continent où il est entouré des eaux. Hein. On sait que la prochaine guerre, c'est la guerre des eaux, on dit. Hein, et je m'interroge par rapport à ces rapports. Comment se fait-il que le continent le plus essentiel, qui regorge deux tiers des ressources mondiales, soit complètement absente, cette Afrique? Ouais. Voilà, donc la question c'est sur ce niveau-là. C'est une inquiétude parce qu'on voit même le fond de glace vers le cap de Bonne-Espérance. Oui, absolument. Alors, comment se fait-il que cette Afrique Oui. soit absente? Alors, non, vous faites bien de le faire remarquer. Alors, c'est vrai que c'est un rapport je le fais dans le cadre de la Commission des Affaires européennes, donc c'était principalement l'Europe et l'Arctique. C'est vrai qu'en matière de conséquences, notamment de montée des eaux, de fonte des glaces, de disparition, parce que les glaces, ce sont des ressources d'eau douce. Et effectivement, les deux pôles sont nos deux principales ressources d'eau douce dans la planète, et la montée des eaux et la manière dont certaines parties des côtes africaines, alors là, ça serait plus un rapport environnemental. Malheureusement, on n'est pas, moi je ne suis pas spécialiste du GIEC, j'ai auditionné les gens, mais il aurait fallu faire 400 pages. Non, il y a un aspect extrêmement important aussi stratégique, c'est que, compris les visions qui aujourd'hui parlent de tracer des routes de navigation via le pôle, parce que ça serait beaucoup plus rapide pour rejoindre l'Asie vers les grands marchés européens et américains. La réalité de ces routes, si tant est qu'elles puissent avoir une existence saisonnière, de manière régulière et relativement sécurisée, on est plutôt à l'horizon de 35, 40, 50 ans. Qu'est-ce qui va se passer dans 50 ans? La principale, sans doute, zone de production, de fabrique de la planète, ça sera plus l'Asie, ça sera l'Afrique. Est-ce que ça sera intéressant de faire transiter? Oui, c'est ce que je trouve étonnant, c'est qu'aujourd'hui, oui, une grande partie du commerce, c'est la production qui vient d'Asie, qui va vers l'Europe ou les États-Unis. Donc on se dit économiser 6 000, 8 000 kilomètres, même si les conditions c'est difficile, c'est un sens. Et c'est l'explorateur Jean-Louis Etienne qui me faisait remarquer ça, mais il me dit, mais le continent qui demain va produire, qui va être le grand producteur par son explosion démographique, par ses richesses, par l'importance de son territoire, ça va être l'Afrique. Donc une grande partie des échanges, ça sera la production de l'Afrique qui ira vers l'Asie, qui ira vers l'Europe ou qui ira vers les États-Unis. Quel est le sens du passage par l'Arctique? Ça, c'est une vraie question. Je ne suis pas capable de le dire. Hein. Je ne peux pas vous dire quand est-ce que, la fonte des glaces va s'accélérer encore. Est-ce que la montée en puissance de l'Afrique
va s'accélérer? Est-ce que le déclin productif de l'Asie, parce qu'au bout d'un moment, les salaires n'auront pas la même compétitivité en Chine ou en Inde. Donc, à quel moment on va se produire ça? Oui, l'Afrique est un enjeu essentiel. Mais là, je pense qu'il faudrait partir effectivement de l'Afrique par rapport à toutes ces autres questions. Malheureusement, j'ai privilégié les pays qui étaient au Conseil de l'Arctique. Pour le moment, il n'y a pas de pays africains qui sont membres du Conseil arctique. Je vous le dis, c'est le début d'un travail. Il y aurait beaucoup à faire et à réfléchir. Mais si on le prend du point de vue environnemental, climatique, vous avez raison, on ne peut pas faire l'impasse sur toute la planète. Parce qu'on voit très bien ce qui se produit aujourd'hui en termes... Alors les climatologues ne sont pas encore tout à fait sûrs, mais ce qu'on a vu l'hiver extrêmement froid, ce qu'on appelait le vortex polaire qui s'est produit en Amérique du Nord, on ne sait pas l'expliquer complètement par le réchauffement climatique. Mais on sait que ces phénomènes-là transforment ce qu'on appelle le jet stream polaire, donc c'est-à-dire la circulation de l'air, et au lieu d'avoir de l'air notamment qui circule d'ouest en est, on a de plus en plus des évolutions climatiques qui se font entre les tropiques et le nord, qui fait qu'on a une multiplication d'accidents, de tempêtes qui sont tropicales dans des zones tempérées. Et ça, on sait par contre que le mouvement du vortex polaire, les conséquences que ça a sur le jet stream, c'est-à-dire les flux atmosphériques de très haute altitude, comme il y a aussi les flux maritimes, bien, ça impacte directement sur tout le développement de la planète, sur l'Afrique, mais pas que sur l'Afrique. Paradoxalement, les pays tropicaux sont des pays où il y a structurellement, par le climat de la planète, des accidents, des tempêtes, des ouragans, des tornades. Là, c'est que les choses sont en train de se déplacer absolument partout. Ce qui veut dire aussi qu'on pourra avoir aussi sans doute à un moment des sécheresses, voilà, et nouvelles, qui n'ont rien à voir avec la désertification sahélienne qu'on a connue il y a une trentaine d'années, qui viendront se surimposer. Aujourd'hui, et on a auditionné les gens du GIEC, eux-mêmes disent, on dit des choses qu'on mesure dans le temps, mais on en est encore, je ne vais pas dire à l'an 1, mais à l'an 2 de la connaissance systémique de tout cela. Et effectivement, l'Afrique, l'Amazonie, tous ces pays-là sont complètement, l'Australie demain, sont directement concernés. On ne sait pas encore précisément de quelle manière aussi. Et en tous les cas, dans les enjeux géopolitiques, c'est terrible à dire, c'est peut-être par l'entrée économique et l'évolution des rapports de force économiques que l'Afrique trouvera sa place. Parce que là, géopolitiquement, personne n'intègre l'Afrique dans les cadres institutionnels pour penser. Mais je pense... La croissance, c'est de 5,6%. Oui. L'Europe, c'est 3,2%. Absolument. Oui. Anne-Claude Martin, je travaille pour Euractiv.fr. Oui. Moi, j'aurais une question par rapport à la stratégie française, à savoir si la tendance est plus à orienter, comme les Allemands, vers l'environnemental, ou bien plutôt comme les Italiens vers l'économie. Et la question, comment la France peut faire entendre sa voix sur ces questions-là auprès de l'Union européenne. Alors, je pense que, pour le moment, alors je vous dis, le travail remonte, puisque la feuille de route a été lancée. Les ministères concernés, il y a 7 ministères ont fait remonter les notes. La France a aussi des intérêts, des préoccupations d'être dans le champ économique, de ne pas être le dernier arrivé. Il se trouve que le tempérament, la nature, les convictions de l'ambassadeur des pôles, Michel Rocard, fait que lui est extrêmement soucieux d'un développement durable et d'une préservation environnementale. Après, moi je n'ai pas lu la feuille de route parce qu'elle n'est pas encore écrite. Je sais que M. Rocard a lu ce rapport ce week-end, il a dit qu'il était très intéressant. Je ne sais pas s'il en approuve les différentes orientations, mais je pense que globalement, oui, il pense, et la France pense qu'on a un rôle à jouer en matière de recherche. Et que c'est aussi un de nos instruments de légitimité, parce que c'est à la fois historique et nous avons beaucoup de matière à proposer là-dedans. La réalité, là aussi, c'est où est-ce qu'on trouve le financement. Moi, ce que je suggère, parce que je connais l'état des finances françaises,
J'étais rapporteur au Sénat sur le budget Horizon 2020, donc recherche et innovation pour le pluriannuel 2014-2020 de l'Union européenne. Il y a des moyens de financement. Si la France fait de bonnes suggestions en matière de recherche pour aider les pays arctiques et non arctiques à connaître à la fois les évolutions climatiques et les évolutions environnementales, qu'est-ce qu'on peut faire réellement en termes de développement durable, qui est un sens de cette chose-là, nous pouvons utiliser, pour les autres Européens, mais dont certains ne sont pas si loin de nous, je disais notamment les Allemands qui ont un point, de profiter des budgets de recherche qu'on a pour reprendre une place. Parce que, je le disais, la Chine, l'Inde, les pays asiatiques investissent massivement. Donc, notre place d'acteurs reconnus dans la recherche scientifique et d'une certaine partie de notre influence dépend directement de notre capacité à apporter quelque chose. C'est un enjeu qui appartient à tout le monde, mais il y a une propriété territoriale de l'essentiel de l'Arctique entre les différents pays, et donc nous devons convaincre ces acteurs premiers que notre place n'est pas inutile, que les enjeux ne regardent pas que leurs propres États ou leur communauté d'États, et que c'est à nous d'avancer en la matière. Alors, je pense sur la sensibilité environnementale, elle est forte, parce que si vous voyez les déclarations récentes de Laurent Fabius, qui a une vraie volonté avec le président de la République, d'arriver sinon à des accords, parce que je ne sais pas ce que c'est des accords globaux dans le cadre de la conférence du Climat, et on sent bien que la Chine, quand M. Xi Jinping est venu en France, pour le moment, il ne veut pas d'objectifs contraignants. Mais il dit, attention, on est d'accord, le changement climatique est fort, ça a des impacts en Chine. Chine commence à en ressentir des conséquences. Donc la Chine, déjà, ne fait plus l'autruche par rapport à cette question-là. Elle a des problèmes environnementaux. Là, récemment, dans un tout autre domaine, mais la Chine vient de décider de consacrer 0,4% de son PIB annuel pendant 5 ans, rien que pour lutter sur sur la pollution atmosphérique à Pékin. Plus personne, plus aucune entreprise grande ne veut envoyer, plus personne ne veut aller travailler à Pékin, tellement les risques pour la santé et les conditions sont incroyables. Donc la Chine intègre à sa manière la dimension environnementale. Tout le monde, les États-Unis, ce que vient de proposer récemment Obama, c'est pas à la hauteur exactement des enjeux ou des contraintes qu'on aimerait que les États-Unis se fixent dans le cadre de la COP21, mais c'est la première fois qu'il y a un point et une volonté aussi nette, aussi ambitieuse, suite à la remise d'un rapport auprès de l'administration Obama, assez catastrophique sur le climat et sur les conséquences des États-Unis. Ça, on a un fait nouveau. Et vous l'avez noté, vous voyez plein de reportages, Laurent Fabius l'écologiste, que ce soit en télé, en presse, en radio. Je pense qu'il y a une volonté importante. Et même si la France aujourd'hui, y compris en matière de politique étrangère, et le ministre des Affaires étrangères ne s'en cache pas, veut accentuer la diplomatie économique, donc faire en sorte que la France gagne des contrats, soit compétitif économiquement au niveau international. Tout ça est quand même fortement équilibré par les enjeux qu'on a de réussir cette conférence, de la place et de la stature que la France peut se donner en Europe et dans le monde sur ces questions-là. Je pense que le président de la République, à l'ouverture de la première conférence environnementale, avait dit « Je veux la conférence de Paris, je veux être exemplaire en matière environnementale en 2015 ». Maintenant, la conférence est là. Je pense qu'on va voir dans les mois prochains les signes qui seront donnés pour dire, à côté de la préoccupation économique qui est centrale de nos sociétés, la question environnementale, écologique est un poids équivalent. En tous les cas, les deux doivent s'équilibrer. Mais je vous dis, il faudrait leur demander à eux peut-être directement. Ça, c'est la question. Je pense qu'on va s'arrêter là. Vous avez tous les documents. Si des fois vous avez besoin
Information complémentaire. Le travail parlementaire étant lourd, je suis là pratiquement jusqu'à la fin du mois de juillet. Monsieur le sénateur, quelle est la teneur de votre rapport? Eh bien, c'est un rapport aujourd'hui qui cherche à évaluer les stratégies que l'Union européenne, la France et les différents pays du monde doivent avoir à l'égard de l'Arctique, de son évolution. Parce que le changement climatique et le réchauffement climatique fait que tout le monde veut exploiter les ressources de l'Arctique, veut trouver des voies navigables pour rejoindre plus facilement l'Asie avec l'Europe et les États-Unis. Et tout ça pose des problèmes considérables parce qu'on n'est pas dans un univers facile, on est dans un univers compliqué, hostile, encore assez peu connu, et ça suscite beaucoup de convoitises, parfois un peu de spéculation de la part de nombreux pays et notamment des nouveaux pays émergents asiatiques. Votre rapport peut-il servir de rampe pour la grande conférence qui aura lieu en 2015 ici à Paris? Est-ce qu'il peut y avoir des résolutions, dirons-nous, révolutionnaires, voire visionnaires par rapport à ce que vous proposez dans votre rapport? Vous savez, un sénateur visionnaire, si ça existait, ça saurait, mais non, je crois, oui, vous avez raison. Moi, je place complètement la réflexion aujourd'hui sur l'Arctique dans la perspective de la grande conférence sur le changement climatique qui aura lieu à Paris en novembre 2015, parce que je crois que c'est le moment de poser concrètement. On peut se donner tous des objectifs très contraignants, dire à tous les pays, vous devez abaisser vos taux d'émissions de gaz à effet de serre, mais je crois qu'il faut aussi avoir des approches régionales. On ne peut pas demander la même chose aux mêmes pays. Aujourd'hui, les pays émergents, notamment les pays asiatiques, mais même les États-Unis, qui étaient très dubitatifs sur le changement climatique et la nécessité de lutter contre, se rendent compte et subissent directement les effets. Parce que ce qui se passe en Arctique, quand la banquise fond, eh bien, ça a des conséquences sur les rivages et aussi sur l'évolution climatique partout. Aussi bien aux États-Unis, en Afrique, en Asie ou en Camargue en France. Et ça, pendant longtemps, on voyait l'intérêt immédiat économique et aujourd'hui, on commence à ressentir les coûts directs des conséquences de ces évolutions. Et là, quand il s'agit de payer, la réflexion devient peut-être pas révolutionnaire, mais elle devient beaucoup plus stratégique. On parle de plus en plus de la mondialisation, surtout ce qui touche le commerce, surtout. Mais il me semble que vous avez quand même oublié un continent important, c'est le continent africain. Quel rôle pour ce continent par rapport à tous ces réchauffements climatiques? Oui, alors je le dis et je le répète, mais à culpa parce qu'il fallait sortir le rapport et l'objectif était je l'ai fait dans le cadre de la Commission des Affaires européennes du Sénat. Donc déjà parler de l'Arctique et de l'Europe, c'était un gros chantier. Mais vous avez raison, l'Afrique est un des acteurs largement ignorés, en tous les cas dans les discussions sur les questions climatiques, y compris sur les questions arctiques, parce que l'Arctique a des conséquences aussi sur l'Afrique. Et je le dis d'autant plus que tout le monde se préoccupe de raccourcir la circulation maritime entre l'Asie vers l'Europe et les États-Unis, l'Asie du grand lieu de production, et c'est vrai que le passage vers l'Arctique théoriquement est beaucoup plus court, mais est-ce que ça a un sens à l'horizon de 50 ans où ces voies seront beaucoup plus navigables, mais où ce sera sans doute l'Afrique qui sera le premier foyer de production mondiale et où l'Asie sera un pays de consommation et d'achat de biens. Là, c'est pour ça que je crois que, y compris les spéculations qu'il y a sur les passages, les possibilités de passer par l'Arctique, qui préoccupent beaucoup de gens, notamment les Chinois, les peuples asiatiques aujourd'hui, risquent d'être complètement obsolètes et que l'Afrique risque de redevenir au centre du jeu sur la circulation maritime, mais aussi sur les enjeux climatiques et environnementaux. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que, étant donné les enjeux par rapport à l'Arctique, et que les lobbyistes qui sont bons, les lobbyistes économiques et tout ça, mais qui peuvent aussi paraître pour des prédateurs par rapport aux ressources, puissent avoir vraiment une mainmise par rapport aux ressources dont regorge l'Arctique et que vous, les politiques, vous continuez simplement à comment je peux dire, à discuter. À parler en l'air, on va dire. Oui.
C'est bien le risque. Alors, moi, ce rapport, il n'était pas prévu. C'est moi qui l'ai demandé, parce que je pense qu'il y a des moments, il faut anticiper les questions et les problèmes. Et à ce moment-là, la France n'avait pas encore décidé de faire une feuille de route sur l'Arctique. Les institutions européennes n'avaient pas encore décidé de produire un document et une réflexion sur le sujet. Donc, je ne suis pas parti trop en retard. J'étais plutôt en avance. Mais je crois que, effectivement, il faut un moment qu'on ait bien conscience que le monde économique et dès que les phénomènes spéculatifs, quand on dit il y a peut-être de la richesse quelque part, c'est la ruée vers l'or. On a connu ça à une autre époque. Eh bien, c'est un peu ce qui se passe en ce moment pour certaines compagnies. Et le vrai problème, mais là, qui n'est pas réglé ici, c'est le statut des sociétés minières internationales. Il faut bien dire que la régulation des sociétés minières, dans certaines bourses, la bourse de New York par exemple, on ne peut ouvrir le capital que si on a des réserves estimées, prouvées. Dans d'autres bourses, la bourse de Toronto par exemple, au Canada, ce sont des réserves estimées. Donc tout d'un coup, les gens disent « Formidable, il y a une mine d'or, on va investir, on va ouvrir », et puis au moment où la mine d'or commence l'exploitation, il n'y a rien. Parce que c'est basé sur des exploitations, des estimations erronées, voire parfois faussées. Donc, je crois que là, en ce qui concerne l'Arctique, la première des choses à dire, c'est dire, OK, il y a des richesses, quelles sont-elles réellement ? Combien coûtent-elles à exploiter ? Plutôt que de dire, nous partons tous à la ruée, vers le Groenland, par exemple, pour les exploiter, c'est fini après. Alors, Roger. Moi, je partirai sur la conférence qui aura lieu à Paris, la COP 21. Il y aura 40 000 délégués. Oui. Le monde entier sera là. Donc, on a visité, en fait, les sites où ça va tenir cette conférence durant 15 jours, une quinzaine de jours. Dans cette conférence, il y aura 2 pollueurs. Pollueurs majeurs, les États-Unis et la Chine. Alors, ces 2 pollueurs ont le droit de polluer. Est-ce qu'ils vont rentrer dans le rang pour rester de bons élèves? Je pense, moi j'avais de grosses inquiétudes. Là, il y a encore quelques semaines, le fait que le président Obama a décidé de faire un plan climat, de prendre des mesures là immédiates qui ne sont pas à la hauteur de ce qu'on demande, mais pour la première fois, il y a un plan pour la réduction des gaz à effet de serre aux États-Unis, parce qu'un rapport qui lui a été remis il y a quelques mois a montré les conséquences climatique, économique, les coûts que c'est déjà pour les États-Unis eux-mêmes, parce que les pays ne sont concernés que quand ils payent eux-mêmes. L'humanitarisme planétaire des États, surtout des États puissants, est très faible. Les Chinois aussi commencent à se rendre compte des coûts importants. Je le disais lors de la conférence de presse, aujourd'hui, plus aucune grande société internationale, plus aucun cadre dirigeant veut aller s'installer à Pékin tellement la vie est insupportable et tellement c'est pollué. Donc les Chinois se rendent compte que s'ils ne font pas quelque chose pour leur environnement, leur agriculture va mourir, leur population va être de plus en plus malade, ça va augmenter les coûts et leur compétitivité va baisser. Alors je ne crois pas parce qu'ils sont convertis à l'écologie, mais le portefeuille les rend un peu plus sensibles à ces questions-là. Donc on a une évolution. Je ne pense pas que la Chine franchira le grand pas. Et je vais vous dire une chose, la richesse des pays occidentaux, de l'Europe, de pays comme la France, elle a reposé sur quoi ? Il faut le dire, l'exploitation des ressources minières des colonies qu'on a soumises. Il faut pas se cacher non, mais la réalité, l'explosion industrielle de la France à partir du Second Empire, sous Louis-Napoléon Bonaparte, c'est au moment où la France, par tout azimut dans le monde, crée des colonies. La manière dont le sud-est asiatique, qu'est-ce qu'on allait faire en Indochine, en Cochinchine, il y avait des réserves de matériaux absolument incroyables. C'est très difficile aujourd'hui pour des pays occidentaux qui ont fait leur richesse, leur avance sur l'exploitation, parce que même quand on a fait la décolonisation, on a continué à faire la France-Afrique. Donc c'était une forme indirecte de perpétuation de la logique de domination économique. Donc la réalité aujourd'hui, c'est très difficile de dire à la Chine, au Brésil, même moi en tant qu'écologiste, c'est pas bien ce que vous faites, vous vous développez, vous voulez exploiter les richesses. Ce qui me gêne par contre, c'est quand la Chine veut avoir une relation coloniale ou de domination, d'influence par rapport à l'Afrique.
Parce que je dis pourquoi les Africains arriveraient, après avoir eu l'exploitation européenne, va passer par la volonté des Chinois d'en faire son arrière-boutique. C'est voilà une des réalités, mais ça c'est un autre aspect qui n'est pas dans mon rapport, mais ça c'est mon sentiment politique personnel. Alors, un aspect important où on voit l'Arctique aujourd'hui est complètement dans le réchauffement, dans le processus d'un grand réchauffement. On voit des fonds de glace. On voit les climats, il y a des conséquences énormes au niveau de l'Afrique, la désertification et aussi la déforestation. Alors, comment on peut travailler pour protéger les trois bassins? Je parlais de l'Amazonie, le bassin du Congo et l'Indonésie. Là, je pense que c'est une autre dimension, mais qui est importante, qui est celle des forêts, des forêts poumons tropicales. Hein. Alors, il faut bien dire, elles produisent une partie de l'oxygène, du gaz carbonique, et elles renvoient, elles stockent aussi du gaz carbonique. Et du méthane aussi, il y a du méthane. Et il y a aussi des productions de méthane. Voilà. Là, aujourd'hui, on est dans des enjeux très très larges. Alors moi, après, j'ai des engagements contre la lutte contre la déforestation abusive, je crois surtout. C'est qu'à un moment, et je comprends par exemple des pays comme le Brésil qui veulent avoir une certaine indépendance énergétique, mais quand on sacrifie soit des terres agricoles, soit des terres forestières pour faire de la production de biocarburants, je pense qu'il y a un véritable danger. Et c'est toute la complexité, parce qu'un État a droit aussi à avoir une certaine indépendance énergétique, ne pas être soumis à des grands fournisseurs qui lui dicteraient sa loi. En même temps, il ne peut pas aller au-delà d'un certain niveau et sacrifier son avenir en termes environnementaux et plus généralement celui de la planète. Et je pense qu'il faudrait, aujourd'hui, on n'a pas en matière internationale de véritable organisme de gestion de la forêt mondiale. Je pense qu'il y a un moment, il faudrait, mais là ça voudrait dire que les pays qui en profitent indirectement, ce sont les pays occidentaux, acceptent de payer, qu'il y ait un fonds de compensation. Et ce serait une vraie réalité, parce que vous parlez, il y a une autre grande forêt, c'est la forêt boréale canadienne. Ah, oui. Là aussi, elle est partie à un moment dans une logique d'exploitation incroyable, où on a fait des coupes sèches avec des sociétés qui avaient des concessions, alors que c'est possession d'État. On laissait à des sociétés privées des concessions, et le bois partait directement, sans être traité, aux États-Unis pour la construction. Je dis, voilà, ces richesses-là, à un moment, il faut accepter que ce sont, je ne vais pas dire des biens communs, mais des biens aux conséquences partagées. Et à un moment, ceux qui aussi ont les moyens et peuvent bénéficier, et bénéficient indirectement par la qualité de l'air, par la qualité de l'eau, doivent pouvoir mettre en place des systèmes de fonds de compensation pour les besoins. Qu'est-ce que je veux dire aux gens du bassin du Congo, du bassin d'Amazonie, qui ont aussi besoin d'exploiter à court terme pour vivre leur forêt? Vous ne le faites pas parce que chez moi, je ne peux pas respirer. Vous voyez? C'est-à-dire qu'à un moment, il faut accepter la responsabilité globale de tous et de chacun. Mais pour ça, il faut des organismes, et l'ONU, sur les questions environnementales, est très peu équipée. Voilà. C'est très peu équipée. On cherche d'abord à résoudre les incendies, c'est-à-dire les conflits. On ne se pose pas la question des raisons des conflits. Moi, je vous dis, à la fin du XXIe siècle, plus de 50%, voire peut-être 70% des conflits auront des origines de nature environnementale, géopolitique, géoécologique. Oui, tout à fait. Parce que l'enjeu de l'eau, par exemple, est tout à fait est énorme. Celui de la forêt est énorme. Et que fera l'ONU? L'ONU, elle ira régler, elle ira envoyer des casques verts avec des petites feuilles pour essayer de faire que les gens ne s'étrient pas, ou elle essaiera de trouver des solutions en amont pour que ce type de conflit n'explose pas. Alors, je terminerai par une dernière question. Oui. Alors, on voit la Groenland au niveau de terres rares, on a découvert terres rares, et la Chine est le premier producteur mondial du terres rares. Mais vous avez oublié la RDC, on a découvert le terres rares en RDC. Alors, vous oubliez toujours l'Afrique dans cette... Vous êtes vache. Non, moi je veux vous dire une chose sur les terres rares. Les terres rares, il y en a pratiquement partout sur la planète. Les États-Unis, pendant une période, avant que les Chinois se lancent dans l'exploitation des terres rares, exploitaient les terres rares sur leur territoire. Simplement, le coût
environnemental, écologique. Quand vous allez en Mongolie intérieure, vous avez des zones, parce qu'il y a un traitement chimique et il y a des émissions radioactives. Vous avez un lac en Mongolie chinoise qui est de 4 km², qui est quasiment un bain acide. Il n'y a pas un enfant qui n'est normal, il n'y a plus de végétation tout autour, les conséquences, c'est ça gaspille de l'eau, etc. On a laissé le monopole à la Chine parce que c'était très dangereux. Alors maintenant, y compris les Chinois, en vivent les conséquences. S'ils se disent on peut exploiter les terres rares avec des sociétés minières chinoises ou autres au Groenland ou en Afrique, elles le feront. La question, il faut savoir, c'est que le coût environnemental de ces terres rares est très important et qu'il serait peut-être intelligent que déjà on recycle, parce que là, dans tous les produits technologiques qu'on utilise massivement, ces terres rares, je peux vous dire aujourd'hui, on est encore très loin d'avoir recyclé 20% de tout ce qui est produit. Et on continue à exploiter. Alors, c'est peut-être une richesse à court terme pour le pays qui en possède, mais les coûts qu'il paye en termes humains, environnementaux, et la Chine n'est pas un pays très transparent là-dessus, mais il y a eu un certain nombre de reportages, je veux dire, les Américains n'ont pas arrêté l'exploitation des terres rares chez eux pour rien. Ils ont préféré être dépendants des Chinois, mais ne pas en subir les conséquences, plutôt que d'être indépendants et de les produire chez eux. C'est plutôt significatif de l'enjeu. Merci infiniment. Je vous en prie. Merci à vous. Merci, c'est un plaisir. Merci. À bientôt. Merci, à bientôt.